J'ouvre la séance du conseil municipal. Non, monsieur Collet, non. Nous ouvrons donc la séance. Donc je vais procéder par l'appel du conseil municipal. Christian Bentoumi. Présent. Corinne Rinaudot. Présente. Alain Alberti. Présent. Max Fabre. Présent. Anne-Marie Reynaud. Pouvoir donner donc à Penny. Louise, tout à fait. Laurence Berlemont. Présente. Claude Torrezilla. Pouvoir donner à Pierre Verdon, tout à fait. Norbert Giraud. Donné à Max Fabre, tout à fait. Julie Bréban, absente. Gisèle Conforti. Présente. Pierre Verdon. Présent. Anastasia Bringuier, donc absente. Luc Pernet. Émilie Calabria. Pouvoir donné à Madame Champagnac, tout à fait. Françoise Vraniski. Steve Courdouin. Pénélope Ruiz. Sorry. Penny. Julien Lassoc. Violaine Champagnac. Michel Morel. Pauline Nepveux. Ludovic Chrétien. Pouvoir donc donner à Steve Courdouin. Olivier Collen. Yves Cœurdeuil. Ingrid Gaquière. Pouvoir donner à Monsieur Cœurdeuil. Et Jean Culinati. Présent. Très bien, donc je vais, avant de démarrer cette séance du conseil municipal, la dernière de l'année, proposer Steve Courdouin, en tant que plus jeune du conseil municipal, toujours comme à notre habitude, comme secrétaire. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Personne ne s'y oppose. Donc Steve, tu es pour la dernière fois de cette année donc, le secrétaire de séance du conseil municipal. Alors avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais rebondir sur certains éléments et la tenue du dernier conseil municipal que je trouve intolérable, et je voudrais rappeler, face à certaines remarques, certains éléments de notre règlement intérieur du conseil municipal en rappelant certains points. Donc le préambule. Le fonctionnement du conseil municipal est régi par les dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Ce présent règlement fixe, dans le respect de ces dispositions, les règles propres au fonctionnement interne du conseil municipal de la commune du Val, et il a été voté par l'ensemble des membres du conseil municipal. Dans le chapitre 1er, rappel des dispositions législatives et réglementaires, article 2, convocation. Toute convocation est faite par le maire, elle indique les questions portées à l'ordre du jour, elle est mentionnée au registre des délibérations et affichée ou publiée. Article 3, ordre du jour, le maire fixe l'ordre du jour. Article 5, questions orales. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune selon les modalités définies par l'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales. Afin d'apporter la meilleure qualité possible aux réponses qui seront données et de respecter les règles encadrant la définition de l'ordre du conseil municipal, le texte de chaque question sera adressé au maire 48 heures au moins, 2 jours francs, avant la séance du conseil municipal et fera l'objet d'un accusé-réception. Lors de cette séance, le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal délégué répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. À savoir qu'à plusieurs reprises, au cours de nos différentes séances, j'avais fait le choix d'autoriser les questions qui n'étaient pas forcément écrites. Vu la tenue du dernier conseil municipal, je procéderai maintenant uniquement donc, au respect strict du règlement. Les questions déposées après l'expiration du délai seront traitées à la séance ultérieure la plus proche. Les questions orales ne donnent pas lieu à des débats, sauf des décisions du maire sur demande de la majorité des conseillers municipaux présents. C'est la même chose. Je procéderai ainsi. Donc évidemment, je ne lis pas la totalité du règlement, ce sont des extraits qui me permettent judicieux de le rappeler en tant que président de la séance. Chapitre 3. La tenue des séances du conseil municipal. Article 9. Présidence. Le maire est à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Le président de séance procède à l'appel des conseillers, ce que nous venons de faire, vérifie le quorum, donc le quorum est bien atteint, et la validité des pouvoirs ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, et je vous demande donc à partir de maintenant, lorsque vous demandez la parole, de bien lever la main et de le demander, et de ne pas intervenir à chaque fois de manière désordonnée. Rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, participe au dépouillement des scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes et proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture des séances. Article 14. Accès tenu public. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées et je demanderai au public de ne pas se lever et de se déplacer au cours des séances.
et garde le silence. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. Chapitre 4. Organisation des débats et vote des délibérations. Donc pour répondre à certaines remarques du dernier conseil municipal, je voudrais reciter l'article 19 sur le déroulement de la séance. Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le maire ou les rapporteurs désignés par le maire, sans qu'il n'y ait obligation d'une lecture exhaustive de la note de synthèse, accompagnement de la délibération. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même, de l'adjoint ou du conseiller municipal compétent. Je rappelle qu'à chaque fois, nous lisons dans son entièreté la délibération. Article 20. Débat ordinaire. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui le demandent. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire de façon que les orateurs parlent alternativement pour et contre. Sous réserve du pouvoir de police de l'Assemblée du maire, l'adjoint délégué ou le conseiller municipal compétent et le rapporteur de la proposition de la délibération sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent. Au cas où un conseiller municipal ayant demandé la parole s'écarterait de l'objet de la question ou tenterait de faire obstruction aux travaux du conseil, le maire peut le rappeler à l'ordre. Si l'orateur ne tient pas compte de ce rappel, le maire, sans que cela ne fasse obstacle à son pouvoir de police de l'Assemblée, peut consulter le conseil municipal sur l'opportunité de lui tirer la parole sur le même sujet. Il peut également demander à l'orateur de conclure. Sauf accord du maire, président de séance, chaque temps de parole sur une même question ne saurait être supérieur à 5 minutes, temps que nous avons largement déplacé auparavant et je demanderai de respecter aujourd'hui. Le maire peut retirer la parole à tout orateur qui aura tenu les propos inconvenants, diffamatoires ou systématiquement sans rapport avec l'objet de la question. Enfin, je vais faire un état sur la police de l'Assemblée. Et donc là, je reviens au chapitre 3, article 17, police de l'Assemblée. Le maire ou celui qui le remplace possède seul le pouvoir de police de l'Assemblée. Il fait observer le présent règlement. Les infractions au dit règlement commises par les membres du conseil municipal font l'objet des sanctions suivantes prononcées par le maire. Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, et rappeler à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. Je tiens à préciser. Et rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à l'ordre au cours de la même séance. Si le dit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l'Assemblée, le maire peut le suspendre de la séance et l'expulser. Il pourra porter à connaissance des services préfectoraux tout manquement répété de ce type qui entraverait la bonne tenue des débats au sein du conseil municipal. Bon, je ne pense pas qu'on en arrive là, c'est quand même très grave comme type d'acte, mais c'est important de le rappeler. Chapitre 4. Le maire peut à tout moment suspendre la séance. Le maire peut également mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 5 membres du conseil municipal qui le demanderaient. Aucune suspension de séance ne peut durer plus de 45 minutes. Questions écrites. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. Article 25. Clôture de toute discussion. La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal à la demande du maire ou d'un membre du conseil. Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée qu'à un seul membre pour la clôture et à un seul membre contre. Et enfin, le vote, que vous connaissez tous. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Je voudrais rebondir maintenant sur le chapitre 5 qui parle des procès-verbaux et des comptes rendus. L'article 27 que nous avons voté au début du mandat concerne les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées pour la rédaction du compte rendu. C'est ce que nous faisons actuellement. Le procès-verbal de la séance est affiché dans la huitaine conformément aux dispositions légales. Il présente une synthèse sommaire de l'objet des délibérations et des décisions du conseil, ainsi que le sens et la répartition des votes. Il est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est mis à voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Parce que je me rappelle sur tous les conseils municipaux que nous avons pu avoir, il n'y a jamais eu de vote contre les procès-verbaux jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle est la différence entre procès-verbal et compte rendu ? Je tiens à préciser, donc je prends pour référence la Gazette des communes, qui est la référence
d'accompagnement des communes grâce à l'Association des maires de France et cette revue spécialisée. Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions et les séances du conseil municipal. Il est approuvé par les conseils municipaux présents à la séance, donc ça c'est Conseil d'État du 10 février 1995, où mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer en vertu de l'article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement au procès-verbal. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que, sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature, conformément aux dispositions de l'article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux. Conseil d'État du 3 mars 1905. Et je pense que la présence ce soir d'un membre du Conseil d'État ne pourra pas dire le contraire. Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation. Jusqu'à présent, le préfet nous a fait aucune remarque sur les éléments du procès-verbal que nous rédigeons à chaque fois. Donc je viens de vous rappeler à l'ensemble des membres du conseil municipal ce qu'il en est du règlement que nous avons voté. Je demande à chacun d'adopter l'attitude qui va avec et le respect de notre engagement. Autre point important pour l'ensemble des membres du conseil municipal, il avait été remis lors de l'installation de ce conseil la charte de l'élu local. Et je voudrais vous rappeler quand même que le mandat de conseil municipal, c'est d'être, entre autres, un élu de la République, avec toutes les valeurs qu'elle porte. Ça commence par être un élu local, c'est exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. C'est aussi exercer son mandat dans le seul intérêt général. Et enfin, entre autres, je ne vais pas vous relire le document que vous avez chez vous, c'est être issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et ce dernier aspect me permet de rebondir et de vous faire une déclaration avec fort regret sur les dits et les écrits au cours du dernier conseil municipal et ces dernières semaines. Mais en tant que maire et président de séance, je me dois de réagir en vertu de la charte de l'élu local face à un ensemble de communications très négatives, de bas étage, voire très bas. Il est plus que temps que j'affirme publiquement que tant dans mon équipe d'élus, que tant ce qui me concerne dans mon organisation administrative, aucune attitude préjudiciable aux intérêts des Valoises et des Valois, ainsi que de leur collectivité, n'existe. Si celles et ceux qui siègent dans cette salle et veulent faire croire le contraire, le prouvent maintenant, en 2 mots, avec des éléments factuels. Je rappelle d'ailleurs que le référé administratif que celles et ceux qui siègent dans cette salle a été rejeté directement par le juge, ce qui est un cas très rare dans la pratique de la justice administrative et qui en dit long ou justement rien sur le contenu de ce dossier. Je demande d'ailleurs à celles et ceux qui siègent dans cette salle et qui sont à l'origine de ce recours d'oser dire publiquement comment ils ont eu et surtout comment ils ont utilisé une pièce administrative qu'ils savaient pertinemment être non communicable, comme je vous l'avais écrit. Pour répondre, la formule souvent usitée par celles et ceux qui siègent dans cette salle, moi, je suis convaincu et je sais que les Valois et les Valoises et les Valois savent où est la vérité et n'ont pas besoin, contrairement à ce que vous dites, d'ouvrir les yeux, puisqu'ils les ont ouverts en mars dernier et les ont gardés depuis. Je crois sincèrement que le Val et ses habitants méritent un autre niveau de débat, que nous, membres du conseil municipal, méritons ce débat-là, et que celui qui veulent leur imposer, celles et ceux qui siègent dans cette salle, toujours pareil. Je pense, et c'est pour moi, j'en suis certain et convaincu, ancré par une pensée positive, que l'opposition ne veut pas dire
s'opposer simplement, mais c'est être une minorité démocratique. Vous avez tout à fait votre légitimité, car la démocratie, c'est le choix de la majorité, mais dans l'esprit et le respect de la minorité. Donc je vous demande à chacun de respecter les uns et les autres, mais de toujours être dans le respect de l'intérêt général. Je vous remercie, et donc nous allons procéder maintenant à la lecture de l'ordre du jour. Oui, monsieur Cœurdeuil. Bon, vous avez fait un très beau discours, mais comme indirectement vous nous avez attaqué, et moi en particulier, puisque je suis à l'origine du recours en question. Alors, ce qui est soi-disant extrêmement inhabituel dans la justice française, le référé administratif a effectivement été rejeté, mais de façon motivée par le juge du référé, en disant qu'il remettait ça au juge du fond. Hein? Alors, remettez les choses en place. Le référé n'a pas été retenu. Le référé suspension n'a pas été retenu parce que le juge, si vous lisez bien les motivations, indique qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour se prononcer. Bien. Alors, vous faites allusion dans votre allocution, vous avez fait allusion aux questions écrites que l'on pourrait poser. Je vous ferai remarquer que lorsque j'écris au maire, le 2 juillet 2019, que je répète ma demande, je renouvelle ma demande, concernant des affaires qui ont fait l'objet de délibération au conseil municipal, je demande simplement la communication de documents tout à fait publics. J'attends toujours la réponse. Alors, je reviens également sur la communication de documents. Vous m'avez effectivement écrit, lorsque je vous ai demandé un document, en me disant que, toutefois en l'espèce, vous me demandez des données qui s'apparentent, etc. Donc, je ne peux pas vous communiquer le document. Dans le même temps, je fais cette demande à monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui me téléphone aussitôt. Dès qu'il reçoit le document en question, dans la minute qui suit, me l'envoie par mail. Alors, excusez-moi, soit il ignore totalement la loi, ce monsieur, auquel cas, il faudrait peut-être lui faire la leçon, soit sa communication était tout à fait, ma demande était de droit, et sa communication était également de droit. Voilà, c'est très simple. J'ai demandé aux personnes susceptibles de répondre à une demande, en sachant, encore une fois, que quand je vous fais une demande réitérée, qui remonte au 2 juillet, j'ai toujours pas de réponse. Au moins, la politesse pourrait me dire « Non, je ne vous réponds pas ». Voilà. Alors, après votre petit discours sur l'autorité, si on décode bien la totalité du discours, à la limite, on peut, si vous voulez, on peut sortir, comme ça, vous serez tranquille. Hein? Alors, monsieur Cœurdeuil, pour vous répondre, premier point concernant la demande de documents émise le 2 juillet. Au 9 juillet, j'ai essayé... Vous pouvez couper le micro? Oui, merci. Donc, au 9 juillet, j'ai saisi la CADA pour ça, et j'attends toujours la réponse de la commission de la CADA. Nous l'avons relancée la semaine dernière, qui nous a dit qu'elle n'avait toujours pas saisi donc, cette commission-là. Donc, dès que j'aurai les éléments, je vous répondrai. Concernant le document fourni par cette administration, je suis fort étonné puisque je me suis renseigné auprès de cette administration qui m'a dit qu'elle n'avait pas communiqué ce document-là. C'est une question que j'ai demandée et qui était relative de données personnelles d'un agent de l'administration. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en possession d'un tel document. Je ne sais pas comment c'est possible que vous puissiez avoir ce document. Si vous avez le mail qui vous a envoyé, je suis bien... S'il vous plaît, c'est le maire qui assure la police. Monsieur Cœurdeuil, allez-y, je vous écoute. J'ai mon ordinateur. Il suffit de prendre ma boîte mail et vous verrez les relations avec monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations qui m'a envoyé un mail. J'ai mon téléphone avec moi.
Je peux vous montrer. D'accord, très bien. Vous pourrez me le historique. transférer, s'il vous plaît? Je peux vous montrer l'historique. Alors, transférer, j'ai pas de connexion Internet, là. Non, mais ce soir. Il n'y a pas d'obligation maintenant. Pas de problème. Ok, ben je vous remercie. Donc nous allons commencer par l'ordre qui concerne 13 points pour ce soir. Donc, et avant de ça, nous allons procéder donc à l'approbation du procès verbal de la réunion du 13 décembre 2019. Donc nous allons procéder. Y a-t-il des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Oui, Monsieur Vernon, parce que vous étiez absent. Oui. Donc Monsieur Cœurdeuil, vous vous abstenez également aussi. D'accord. Donc 2 abstentions. Et Madame Gacquer, donc 3. Très bien. Donc nous allons passer maintenant à l'ordre du jour. Donc le point finance. Clôture des comptes M49 pour les budgets eau et assainissement avant le transfert à la communauté d'agglomération Provence Verte. Je vais donner la parole à l'adjoint aux finances, Alain Alberti. Merci, monsieur le maire. Vous m'entendez bien? L'objet, autorisation donnée à monsieur le maire de clôturer les comptes M49 des budgets annexes eau et assainissement dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 à la communauté d'agglomération Provence Verte. Monsieur le maire rappelle les principes suivants. Le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement est prévu au 1er janvier 2020. À compter du 1er janvier 2020, il est prévu d'ajouter aux compétences obligatoires des communautés d'agglomération la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L2226-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette mention explicite régularise la position de la DGCL exprimée dans ses notes d'information du 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 qui intégrait automatiquement dans la compétence assainissement tant les eaux usées que les eaux pluviales, sans pour autant imposer l'exercice immédiat de cette compétence pour les communautés d'agglomération actuellement compétentes pour le seul assainissement des eaux usées. Le principe de la représentation-substitution intégrale est rétabli pour les compétences eau et assainissement, suppression de la condition du seuil des 3 EPCI, établissements publics à coopération intercommunale, à fiscalité propre. Concernant le transfert des soldes budgétaires en cas de transfert de compétences, en première lecture, le Sénat avait proposé de rendre obligatoire le transfert à l'EPCI bénéficiaire du transfert de compétences. Les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l'article L2224-1. En deuxième lecture, le Sénat avait proposé de s'en tenir à la possibilité de transférer par convention le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public dont l'exploitation est transférée au dit établissement public. Ces dispositions n'ont pas été adoptées. Concernant la mise à disposition des biens, équipements et services, le régime de droit commun obligatoire, la loi numéro 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe, respectivement dans les articles L5211-5 création, L5211-17 extension de compétences et L5211-18 extension de périmètre, L5711-1 et L5221-6-1 syndicat mixte du Code général des collectivités territoriales que le transfert de compétences entraîne le transfert à l'EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. En effet, les articles précités entraînent l'application de plein droit des 3 premières alinéas de l'article L1321-1, qui rendent obligatoire la mise à disposition de l'EPCI ou du syndicat mixte des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice des compétences concernées. La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable au transfert des équipements dans le cadre de l'intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire qui sont un démembrement du droit de propriété. Le bénéficiaire d'une mise à disposition ne dispose pas du droit d'aliéner le bien, ce qui correspond logiquement au régime de protection du domaine public, ni de droit réel sur les constructions qu'il édifie sur ce bien. Les droits réels étant, sauf dispositions législatives contraires, prescrits sur le domaine public, CE 6 mai 1985, Association Eurolat
et Crédit foncier de France. La mise à disposition n'emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont soumis les biens concernés. Ce transfert entraîne seulement un changement d'affectataire du domaine public. La mise à disposition sans transfert de propriété ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit pas davantage que les biens du domaine des communes puissent faire l'objet d'un contrat de location entre la commune et le PCI. Le sort des opérations réalisées antérieurement au transfert de compétences. Le principe est le maintien de ces opérations dans la comptabilité des communes. Les résultats budgétaires hors SPIC. Les résultats budgétaires de l'exercice précédent, le transfert de compétences, résultats cumulés de la section de fonctionnement et le solde d'exécution cumulé de la section d'investissement sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l'activité exercée par celle-ci lorsqu'elle était compétente. Les restes à recouvrer et à payer, les opérations non dénouées sur compte de tiers et la trésorerie. Les restes à payer, dépenses engagées et mandatées. Les restes à recouvrer, recettes dont le titre a été émis, et les opérations non dénouées sur compte de tiers non budgétaires, ainsi que la trésorerie afférente aux compétences transférées, sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont rattachés aux exercices budgétaires durant lesquels la commune était compétente. Les charges et les produits rattachés. De la même façon, les charges et les produits ayant fait l'objet d'un rattachement au titre de l'exercice précédent sont maintenus dans la comptabilité communale. En effet, de façon générale, les charges rattachées sont constituées par dépenses engagées ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre de l'année et pour lesquelles la facture n'a pas été reçue avant la fin de la journée complémentaire, 31 janvier de l'année 2020. S'agissant des produits donnant lieu à rattachement, les recettes de fonctionnement correspondant à des titres acquis avant le 31 décembre de l'année et qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation. Par définition, il s'agit donc de charges et de produits se rapportant au dernier exercice budgétaire durant lequel la commune était compétente et participant au résultat budgétaire de cet exercice. Il s'ensuit que dès l'ouverture de l'exercice, les charges et les produits rattachés au titre de l'exercice précédent font l'objet d'une contrepassation dans la comptabilité communale. Puis, lors de la réception ou de l'établissement des pièces au cours de cet exercice, les mandats et les titres correspondants sont émis et pris en charge dans cette comptabilité. S'agissant plus particulièrement des intérêts d'emprunt, le rattachement a pour objet d'intégrer dans la trésorerie de l'exercice les intérêts juridiquement dus aux établissements prêteurs au 31 décembre, alors que le règlement effectif des annuités d'emprunt n'intervient qu'au cours de l'exercice suivant. Or, du fait du transfert de compétences à un EPCI, ce dernier se trouve substitué à la commune dans le remboursement de l'emprunt. Pour autant, les intérêts échus comprennent une part relative de l'exercice budgétaire précédent, celle ayant fait l'objet du rattachement, celui au titre duquel le complément relevait encore de la commune. De ce fait, dans l'hypothèse du remboursement de l'emprunt directement à la banque par l'EPCI, modification du contrat d'emprunt, l'EPCI verse à l'organisme bancaire la totalité de la somme et demande à la commune le remboursement de la part afférente à l'année précédente. Dans l'hypothèse du remboursement de l'emprunt à la commune par l'EPCI, la commune restant l'interlocuteur du banquier, la commune ne réclame à l'EPCI que la part d'intérêt afférente à l'année en cours. Ces remboursements s'imputent au compte 768. La commune du Val ayant fait le choix de procéder à une délégation de service public pour l'eau et une autre pour l'assainissement, ces dernières seront reprises par la communauté d'agglomération de la Provence verte. Vu l'arrêté préfectoral 43/2018 BCLI du 27/12/2018, modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016, modifié en ce qui concerne les statuts et les compétences de la communauté d'agglomération Provence verte. Vu les dispositions des articles L412-1, L2221-5, L2221-10, L2221-14, R2221-38, R2221-72, L2224-1, L2224-2 et L2224-4 du Code général des collectivités territoriales en matière de comptabilité applicable aux services publics, industriels et commerciaux, les SPIC. Les dispositions des articles L5211-17, L1321-1, L1321-2, L1321-3, L1321-4 et L1321-5
du Code général des collectivités territoriales en matière de mise à disposition des biens dans le cadre des transferts de compétences. Le guide pratique de l'intercommunalité, édité par la DGCL et la DGFiP, et dispositions réglementaires concernant la clôture des budgets communaux de SPIC dans le cadre d'un transfert de compétences. Il est exposé ce qui suit. Dans le cas du transfert des compétences eau et assainissement de la commune du Val à la communauté d'agglomération Provence Verte, la première étape consiste à clôturer le budget annexe M49 et à réintégrer l'actif et le passif dans le budget principal M14 de la commune. La seconde correspond à la mise à la disposition par les communes des biens meubles et immeubles, la commune restant propriétaire de ces biens, utilisés pour l'exercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que le transfert des emprunts, des subventions transférables ayant financé ces biens et des restes à réaliser au budget annexe de l'EPCI. Enfin, les excédents et ou déficits du budget annexe M49 ou ses dérivés peuvent être transférés à l'EPCI selon les décisions qui seront arrêtées en la matière par la commune et l'EPCI. La clôture du budget annexe, après l'arrêté des comptes, puis le vote du compte de gestion et du compte administratif par le conseil municipal, le résultat de la section de fonctionnement et le solde d'exécution de la section d'investissement du budget annexe seront repris au budget principal sur les lignes budgétaires 002 et 001. Les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses engagées non mandatées, et les éventuelles recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre, font l'objet d'un document annexe rédigé par la commune. Les opérations de clôture proprement dites consistent en des opérations de liquidation et de réintégration des éléments d'actifs et de passifs dans le budget principal de la commune. Il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaire qui n'affectent pas la comptabilité de l'ordonnateur. À l'issue de cette première étape budgétaire du transfert de la compétence assainissement à l'EPCI, les excédents de clôture des budgets annexes seront intégrés aux budgets principaux de la commune. Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice précédent, le transfert de compétences, la commune établit définitivement les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ceux-ci, qu'il s'agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis, sont, lorsqu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre de cette compétence, transférés de plein droit lors de la plus proche décision budgétaire distincte M49 de la communauté d'agglomération Provence Verte. Le procès-verbal de mise à disposition établi conformément à l'article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales fixe la liste de ces engagements qui sont transférés à l'EPCI. Au vu de ce procès-verbal, l'EPCI intègre à sa plus proche délibération budgétaire concernant le budget annexe M49 les crédits relatifs à ces engagements reçus et donnés dans lesquels il est substitué à la commune. Le transfert des excédents ou déficits de clôture du budget annexe, le transfert des résultats de clôture du budget annexe communal au budget annexe de l'EPCI ne constitue pas une obligation. Le transfert n'aurait un effet de caractère nécessaire que si la loi, ou tout au moins la doctrine administrative, laissait la possibilité de transférer directement à la comptabilité d'un budget annexe communal clos dans un budget annexe intercommunal sans transiter par le budget principal de la commune. Or, cette procédure n'est pas aujourd'hui prévue et la doctrine administrative en la matière considère que, nonobstant le cas spécifique des SPIC, les services publics à caractère industriel et commerciaux, les résultats budgétaires de l'exercice précédent le transfert d'une compétence doivent être maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont le résultat de l'activité exercée par celle-ci lorsqu'elle était compétente. Toutefois, les SPIC constituent un cas particulier en matière de transfert des résultats budgétaires. Ils sont, contrairement aux SPA, les services publics à caractère administratif, soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du Code général des collectivités territoriales, dont l'application nécessite l'individualisation des opérations relatives au SPIC dans un budget spécifique et leur financement par les seules redevances au prix de vente acquitté par les usagers. Cette obligation de gestion, un budget annexe, assorti de l'impossibilité de financement pour le budget principal, sauf dispositions spécifiques, permet d'identifier sans ambiguïté les déficits et excédents résultant strictement de l'exercice de la compétence visée, ce qui n'est pas le cas pour les compétences correspondant à des services à caractère administratif. Afin de parvenir à une solution équitable et acceptable par les deux parties,
Un arbitrage financier aura lieu entre la communauté d'agglomération Provence Verte et la commune du Val. Sur ces bases, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide. Article 1, de clôturer les budgets annexes eau et assainissement en comptabilité M49. Article 2, de transférer les soldes des budgets annexes eau et assainissement en comptabilité M49 au budget principal de la commune, en comptabilité M14. Article 3, d'engager avec la communauté d'agglomération de la Provence Verte les échanges nécessaires à la mise en place d'un fonctionnement adapté pour la gestion des périmètres eau et assainissement à la date du transfert retenu. Merci, monsieur Alberti. Donc, vous l'aurez compris, le cadre de ce transfert-là, c'est un cadre historique, puisqu'il y a jamais, ça ne s'est jamais présenté pour toutes les communes de France. Ça fait écho à la loi NOTRe, qui va être effective à partir du 1er janvier 2020 et qui prévoit donc que l'ensemble des communes qui appartiennent à une communauté d'agglomération transfèrent l'ensemble de leurs compétences au assainissement à l'intercommunalité. Chose prévue dans cette même loi pour les communautés de communes à partir de 2026, mais aujourd'hui on doit se mettre dans le cadre de cette loi-là, et donc c'est pour ça que nous devons clôturer ces comptes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Collen. Est-ce qu'on a une idée du coût que cela va représenter, ce transfert? Parce que le personnel communal va devoir communiquer avec les éléments, avec l'agglo, ce que vous, M. Alberti vient de nous communiquer. Est-ce qu'on a une idée du coût que ça représente en temps ou... Oui, approximativement. Il avait été fait une étude par la mandature antérieure d'une somme à la fois sur les services financiers, techniques et autres, pour évaluer approximativement le coût de ce transfert. Et vous avez un montant ou pas? Pardon? Là en tête non, mais si vous, non, on peut vous le oui. communiquer. Ouais. Non, je suis curieux parce que le Val, c'est pas la seule commune à être amenée à faire. Il y a un tableau qui a été établi, comme je vous l'ai indiqué précédemment, qui faisait état de trois montants sur des statuts financiers, techniques et autres. Voilà. Merci. On pourrait vous communiquer les chiffres. Avec plaisir. Pour que ça soit clair pour tout le monde, en fait, c'est le but dans le transfert. Il y a un temps humain qui est alloué à ça, et donc ça, forcément, ça se répercute et c'est pris en charge après dans le cadre du transfert de la compétence. D'ailleurs, monsieur le maire, si vous le permettez, effectivement, après rencontre avec les représentants de la communauté d'agglomération Provence Verte, dans le cadre de ce transfert, on a fait part de ces charges-là qui devraient être transférées. Oui, monsieur Collen. Non, c'était juste pour rebondir sur ça, parce que je sais que toutes les communes n'ont pas les mêmes logiciels de gestion, de comptabilité, de choses comme ça. Je sais que parfois, le Val, il y a un logiciel qui est peu utilisé. Je crois qu'il y a Saint-Maximin qui l'utilise dans le coin et c'est tout, me semble-t-il. Et parfois, il n'y a pas possibilité d'échange de données, de choses comme ça. Donc, en fin de compte, il faut tout refaire à la main, quoi. Et dans les estimations, ça avait été pris en compte, ça ou pas? Oui. Très bien. Oui. Tout à fait. Merci. Donc ça, c'est l'agglo qui mène ça et qui a charge de ça, oui. Oui, monsieur Lassoc. Est-ce qu'on a des informations sur l'assouplissement du cadre de la loi NOTRe prévu par la loi engagement et proximité? Alors, j'allais vous en parler dans la prochaine délibération, puisqu'on va parler du transfert de la compétence. Mais avant de pouvoir transférer, il faut qu'on prévoie la clôture des comptes. Merci, monsieur. Donc, je vous propose qu'on passe au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons donc la clôture de ces comptes. Nous allons passer donc à la délibération numéro 2, donc délibération relative au transfert de compétences entre la commune du Val et l'agglomération Provence Verte pour l'exercice des compétences eau potable et assainissement collectif à compter du 1er janvier 2026 ou du 1er janvier 2020. Donc comme je vous l'ai dit, la loi NOTRe, elle prévoyait ce transfert-là, mais aujourd'hui, il y a eu des bouleversements politiques, on va dire, puisqu'il y a eu une nouvelle loi qui est apparue, dont le projet est apparu, on va dire, au printemps-été 2019, pardon, excusez-moi, il n'y est pas encore. Donc en 2019, à ce moment-là, était prévu dans le cadre de la loi proximité engagement de redonner certaines compétences aux communes et de renégocier un petit peu, redéfinir la relation que la commune peut avoir avec son intercommunalité. Et il avait été discuté à un certain moment de proposer aux communes de ne pas transférer cette compétence qui est très stratégique dans le développement d'une commune comme la nôtre pour le Val. Nous avons une des plus grosses sources du département. En maîtrisant l'eau et l'assainissement, eh bien, indirectement, on maîtrise le développement de notre territoire, la démographie qui va avec. Donc c'est essentiel de pouvoir maîtriser cela. Mais dans les premiers projets votés par l'Assemblée nationale, le transfert n'était pas prévu.
c'est passé au Sénat et le Sénat avait revu la totalité du projet de loi et notamment a proposé que ce transfert puisse rester, ne soit pas applicable et reste donc la compétence à chaque commune. Le Sénat et l'Assemblée nationale n'étant pas d'accord, il y a eu récemment, en courant décembre, donc une commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour redéfinir les éléments. Et donc le projet de loi a été voté, issu de cette commission mixte paritaire, la semaine dernière, et donc qui permet de conserver la compétence au sein des communes. En fait, en réalité, et là on attend d'avoir le texte définitif, parce qu'on ne l'a toujours pas, en réalité, la compétence part à l'agglo, et l'agglo peut la redonner par délégation aux communes qui le demandent. Donc c'est des communes, il faut qu'elles représentent 25% de l'EPCI, donc de l'ensemble de l'intercommunalité, représentant 20% de la population de cette interco. Donc on a fait un sondage sur l'ensemble de la Provence verte et normalement on y est largement dans ce cas-là. Donc pour information, j'ai déjà écrit, puisque c'était une volonté politique, au président de l'agglo demandant que nous souhaitons conserver la compétence. Donc cette délibération-là est particulière parce qu'elle tient compte un peu de tous les rebondissements légaux qu'il peut y avoir. Et si on fait ce conseil municipal ce soir, à l'origine, c'est spécifiquement pour préparer ce transfert-là et être au plus juste possible. C'est pour ça qu'on le fait à l'avant-veille de Noël. Donc je vous rappelle que la loi NOTRe prévoit un transfert des compétences au assainissement collectif exercé à la communauté d'agglomération à partir du 1er janvier 2020. Là, il y a une erreur dans le projet de délibération. Donc vous êtes d'accord qu'on le modifie ? Qu'on le mette à jour. Par ailleurs, selon les termes de l'article 5 du projet de loi engagement et proximité, les communes membres d'une communauté de communes qui exercent en partie seulement sur tout ou partie du territoire de ces communes l'une ou l'autre des compétences eau et assainissement, à la date du 5 août 2018, peuvent s'opposer au transfert obligatoire et intégral de ces compétences au 1er janvier 2020. Dans ce cas, le transfert prendra effet au 1er janvier 2026 et on verra les rebondissements par la suite. Pour activer le rapport en 2026, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la population, doivent délibérer en ce sens avant le 1er janvier 2020. Les conseils municipaux peuvent donc délibérer sans attendre la promulgation de la loi. Néanmoins, ces délibérations ne sauraient produire leur effet qu'une fois la loi promulguée. Si les décisions des communes ont déjà pu être prises en ce sens, elles restent valables. En conséquence de quoi, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la fameuse loi NOTRe, et notamment son article 66 confiant aux communautés d'agglomération le soin d'assurer les compétences eau et assainissement à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L22-22-27 et suivants et D22-24-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement, L5211-18 précisant la notion de substitution de l'agglomération aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes pris antérieurement à un transfert de compétences, L5215-27 et L5216-7-7 relatifs aux conventions de gestion de services envisageables entre l'agglomération et communes membres et l'article L5216-5 fixant les compétences des communautés d'agglomération, vu la délibération numéro 2019-177 du bureau de la communauté d'agglomération de la Provence verte du 20 septembre 2019, vu la délibération numéro 2019-257 du bureau de la communauté d'agglomération de la Provence verte du 2 décembre 2019, considérant qu'en application des dispositions de l'article 66 de la loi NOTRe, les compétences eau et assainissement des communes seront transférées aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, considérant qu'afin d'envisager la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient de ces compétences sur 2020, les services communaux et ceux de l'agglomération avaient travaillé à la mise en œuvre d'une convention de gestion. Ça permettait initialement de pouvoir, pendant 2 ans, absorber le transfert, puisque l'agglo n'était pas en capacité donc d'accueillir ce nouveau service. Visant à confier à la commune de manière temporaire l'exercice technique de ses missions, considérant cependant que l'application technique de la convention de gestion entraîne des échanges conséquents de flux financiers entre la commune d'agglomération, la commune et l'agglomération, étant précisé que les missions et tâches confiées à la commune seront exécutées au nom et pour le compte de l'agglomération, en contrepartie d'une prise en charge des coûts par cette dernière selon les modalités définies dans la convention. Considérant que les nouvelles dispositions du projet de loi engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique actuellement en cours de discussion au Parlement, donc c'était au moment où, évidemment, nous avons rédigé la délibération et l'envoi,
prévoit dans l'article 5 d'introduire d'introduire un mécanisme de délégation des compétences citées dérogeant au droit commun. Et considérant cependant qu'à ce stade, l'interprétation des éléments issus du projet de loi reste à confirmer par les services de l'État, notamment sur la possibilité d'intégrer à cette délégation le suivi et la maîtrise complète des aspects financiers, de manière à garantir que la gestion des finances, des revenances et des facturations puisse être effectivement confiée à la commune délégataire. Considérant que malgré ces incertitudes et afin de permettre aux communes membres de l'agglomération qui le souhaiteraient de fonctionner avec une convention de délégation plutôt que par le biais d'une convention de gestion, il est proposé d'introduire cette nouvelle option. Et enfin, considérant que quel que soit le type de convention choisi, gestion ou délégation, celle-ci sera conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020, reconductible de manière expresse, elle pourra être modifiée par voie d'avenant dans son étendue et ses modalités d'exécution, et ses effets pourront être stoppés par décision conjointe de la commune et de l'agglo. Considérant les propositions de convention de gestion et de convention de délégation annexées à la présente délibération, qui ont été élaborées par les services de l'agglomération et qui ont été validées en conseil communautaire ou bureau communautaire, il est donc demandé au conseil municipal, en première intention, donc c'est un choix à plusieurs options, en première intention de se positionner sur un report de la délégation de compétences à la communauté d'agglomération Provence Verte au 1er janvier 2026, qui nous permettra de conserver donc cette compétence jusqu'en 2026, sous réserve que cette possibilité soit définitivement offerte par la loi Engagement et Proximité et que les collectivités membres de la communauté d'agglomération Provence Verte puissent en bénéficier dans les conditions précitées. À défaut, et en seconde intention, d'approuver le principe posé par l'article 5 du projet de loi Engagement et Proximité, actuellement en cours d'examen, introduisant la possibilité pour les communautés d'agglomération de déléguer à leurs communes membres l'exercice des compétences eau potable et assainissement collectif et d'envisager un fonctionnement prioritairement par ce biais dès le 1er janvier 2020. De dire en troisième intention que si le traitement budgétaire et comptable d'une telle délégation de compétences était différent de celui préconisé par l'article L5211-56 du Code général des collectivités territoriales, la mise en œuvre d'une convention de gestion demeure envisageable. Et d'autoriser M. le maire à signer l'une ou l'autre de ces conventions, si annexées, ou tout acte en lien avec celle-ci, donc dans l'ordre précité. Donc vous l'avez compris, on joue un peu dans la dentelle, puisque là, c'est le jeu contre la montre face aux dispositions légales et la construction d'une loi qui est essentielle pour les communes. Donc je vous propose que l'on vote ces options-là et qui nous permettra après d'agir en conséquence de cause de la meilleure façon. Avez-vous des questions ? Oui, monsieur Collen. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Dans les documents que vous nous avez donnés, ils étaient incomplets parce qu'il y avait le projet de la convention et dedans il figure des annexes, parce que c'est report annexe 1 et les annexes n'y étaient pas fournies. C'est juste pour vous le signaler. D'accord. Ça me semble bizarre. Je peux vous donner le nom du document. Ça s'appelle. C'était l'annexe numéro 1 dans les pièces jointes pour la convocation au conseil municipal. Donc il y a marqué convention de gestion côté d'Aglo Provence Verte ou assainissement. Et à l'intérieur, dedans, il y a, je crois que c'est l'article 3.2 ou un truc comme ça. Il parle d'annexe et c'est pas annexé. Alors qu'après, dans le document 2, annexe 2, là, la convention de délibération, pareil, là, il y a des annexes. Ne vous inquiétez pas, je ne voterai pas contre. Non, mais c'est pour être certain de voir les éléments. Ces annexes, elles font référence à... Alors, on peut reprendre juste par exemple un exemple. Ouais, c'est sur le tableau, justement, la répartition, ça revient avec la question que j'avais posée avant, justement sur le coût. C'est un tableau dans l'annexe numéro 2 qui a été fournie. Il y a un tableau avec justement les effectifs, gestion financière, choses comme ça. Alors, en fin de compte, le coût pour la commune ou est-ce que c'est le coût pour l'agglo ? D'accord, mais ça, c'est des éléments qu'on va définir après. Voilà, non, mais il y avait le modèle de tableau qui a été fourni dans l'annexe numéro 2. Alors ça, c'est l'annexe numéro 2, appellation pour le conseil municipal. Mais dans la convention, ils appellent ça annexe numéro 1. Effectivement, dans l'annexe numéro 2 du conseil municipal, il faut suivre. Il y a l'annexe numéro 1 qui est fournie, et c'est pour ça que c'est un peu bizarre. C'est un document donc pré-rédigé par la non, mais j'attire juste l'attention sur ça, parce qu'une fois que c'est voté, après qu'on vient de pas dire, ben non... Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on vote quand même cette opération ? Oui, c'est juste une remarque, ça je vous ai dit, c'est pas une question. Sinon, on se retrouve avant le 31 janvier pour revoter. Mais de toute façon, lorsque on prendra la meilleure possibilité, on vous communiquera la convention signée avec les éléments qui seront joints, évidemment. Donc, y a-t-il d'autres questions, remarques ? Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, nous pouvons donc
dans les meilleurs cas, assurer la conservation de notre compétence au assainissement. Délibération numéro 3. L'objet porte sur l'octroi d'une subvention au Souvenir français. Je vais donner la parole à Monsieur Morel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que lors de l'adoption du budget 2019, s'agissant de la ligne dédiée aux subventions des associations, une enveloppe spécifique avait été réservée pour soutenir les projets ayant un intérêt particulier dans la dynamique globale du Val. Le Souvenir français, section du Val, s'est saisi de cette opportunité pour organiser une exposition sur la période 1939-1945. Considérant la demande de subvention du Souvenir français en pièces jointes, compte tenu de l'intérêt de ce projet pour la contribution au devoir de mémoire, qu'en ce qui concerne sa participation à la dynamique globale sur le territoire communal, créé pour l'action associative, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à mandater, au titre de l'exercice comptable 2019, une somme de 300 € au Souvenir français de la section du Val. Merci Monsieur Morel. Donc cette demande de subvention s'inscrit en fait dans le cadre des subventions exceptionnelles que nous avions mis en place. Et donc l'idée c'est donc de pouvoir faire cette exposition qui met en relation dans l'intérêt du village. Donc c'est leur permettre de préparer cette exposition qui aura lieu plus tard, en courant 2020, mais ça leur permet d'avoir cette avance-là de mettre en place. Donc y a-t-il des questions par rapport à ce projet? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous allons pouvoir donc allouer ce projet. Je rappelle, c'est le seul projet que nous avons reçu dans les cas des projets participatifs pour le village, dans l'intérêt du village. Donc c'est le Souvenir français qui en a fait la demande. Oui, Madame Vreniski. Chaque association peut demander une subvention exceptionnelle? Alors la condition que nous avions mise en place, c'était que ça soit dans un intérêt collectif, intérêt général, et fait avec d'autres associations. Donc là, le Souvenir français se propose de le mettre en place avec l'association des anciens combattants. Le but, c'était de pouvoir fédérer plusieurs associations entre elles et faire un événement qui rayonne à l'échelle de la commune. Et cette somme de 300 €, qui est-ce qui l'a définie? C'est forfaitaire? Non, c'est eux qui ont estimé la hauteur dont ils avaient besoin. On a échangé avec eux. Et puis après, à nous d'apprécier. Donc, M. Morel les a rencontrés et a vu un petit peu les demandes qu'il y avait. Ça peut être une autre somme. Il faut juste pouvoir la justifier, évidemment. D'accord. Merci. Merci. Nous allons passer à la délibération numéro 6. Non, excusez-moi. 4, j'ai glissé. Autorisation donnée à Monsieur le maire d'engager les dépenses d'investissement en 2020 avant le vote du budget. Donc cette délibération, en fait, elle permet d'anticiper et de ne pas bloquer la commune au cours des prochains mois en attendant le vote du budget et de pouvoir avancer autant sur le fonctionnement que l'investissement, chose que si on ne la prend pas, ne nous permet pas, on peut travailler que sur l'aspect du fonctionnement. Donc je vais donner la parole à Monsieur Alain Alberti, adjoint aux finances. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permet au maire de mandater les dépenses d'équipement avant le vote du budget 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Alors, sachant que sur l'année 2019, le budget en total d'opérations d'équipement s'est élevé à 3 156 744 € et 16 centimes. Il est composé des restes à réaliser 2018 et des propositions nouvelles 2019, ce qui en fait cette somme-là. À cette somme-là, il convient d'ajouter 2 décisions qui ont été prises en cours d'année, dernièrement, plus 100 000 et moins 21 000 dans le cadre d'une opération d'acquisition de matériel. Et, comme il était précisé, les crédits afférents, dont le remboursement de la dette en capital, viennent en déduction. Quand on mouline tout ça, 3 156 744 € 16 centimes, plus 100 000 moins 21 300. J'exclus les 200 000 de remboursement de capital de la dette. C'est un total de 3 235 444 € et 16 centimes. Ça, c'est le budget investissement commune 2019. Le quart de cette somme-là
permettant de pérenniser et de commencer les investissements en 2020 s'élève à 808 861 € et 0,4 centimes. Voilà, monsieur le maire. Donc, par rapport à cette somme-là, si on regarde, on fait le calcul par rapport à l'échelle d'une année, si on prend le quart, le budget sera voté à partir du mois d'avril, donc ce qui fait une somme inférieure à ce qui aurait pu être dépensé sur l'ensemble de ces 4 mois. Puisque ça fait le tiers, et là on est sur le quart. Y a-t-il des questions ? Donc cette délibération, c'est la première. Pour être tout à fait transparent avec vous, je me suis inspiré de la délibération prise par le CIVED, et c'était donc d'où l'intérêt de l'Interco aussi d'échanger avec d'autres maires, qui permet d'avoir plus de liberté dans la gestion communale et pas de bloquer la commune. Donc comme quoi les échanges avec différentes institutions communales permettent aussi de bénéficier aussi de l'expérience des autres aussi, c'est important, parce qu'on ne l'apprenait pas auparavant sur la commune du Val. Donc nous allons la voter. Qui s'oppose ? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant à la délibération suivante, qui concerne la délégation d'attribution du conseil municipal au maire, exercice du droit de préemption urbain. Donc je vous rappelle à l'Assemblée délibérante la délibération du numéro 2019, numéro 27, adoptée en conseil municipal du 12 avril 2019, portant délégation du conseil municipal au maire dans le cadre des dispositions de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. La commune du Val, n'ayant pas approuvé son PLU avant le 27 mars 2017 et suite à l'application de la loi ALUR, a perdu son droit de préemption urbain lié au POS, devenu caduc depuis cette année. Le droit de préemption urbain, appelé DPU, est une procédure qui permet à une personne morale de droit public d'acquérir en priorité, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser, un bien immobilier mis en vente. Dans le cadre du plan local d'urbanisme approuvé le 21 octobre 2019, la commune du Val souhaite instituer à nouveau son droit de préemption urbain selon les dispositions en vigueur de l'article L211-1 et de l'article L210-1 du Code de l'urbanisme. Pour information, monsieur le maire rendra compte à chaque réunion du conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Donc après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, ce qui est proposé, donc, c'est de faire référence, vu les articles L2122-22 et L2122-3 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération 2019 numéro 78 du 21 octobre 2019, considérant qu'en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, il y a un intérêt à donner à monsieur le maire une partie des délégations prévues par l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, notamment en complétant la délibération numéro 2019-27 du 12 avril 2019, considérant l'article 211-1 du Code de l'urbanisme, les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent par délibération instituer un droit de préemption urbain sur toute ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan dans les périmètres de protection rapprochés de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines définies en application de l'article L 1321-2 du Code de la santé publique dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L 515-16. Donc là, on fait allusion autant à la zone de prélèvement des eaux potables, mais aussi aux zones qui sont exposées par le risque technologique. Je pense notamment au gazoduc. Dans les zones soumises aux servitudes prévues au 2 de l'article L 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Considérant donc l'article L 210 du Code de l'urbanisme, propose de décider et d'instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs tels qu'ils figurent au plan ci annexé du PLU, approuvé en date du 24 octobre 2019, tels que les zones urbaines UA, UB, UC, UD, UE, UF, UH, UM. Ces zones incluent leurs sous-secteurs et les zones à urbaniser, donc 1 AU et 2 AU. Précise que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire lorsqu'elle aura fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans 2 journaux officiels diffusés sur le département.
Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au dossier du PLU, conformément à l'article L. 151-52, numéro 7 du Code de l'urbanisme. Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption, ainsi que l'affectation définitive de ces biens, sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public, conformément à l'article L. 213-13 du Code de l'urbanisme. Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23, suivisez les décisions prises par M. le maire, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, feront l'objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légale et réglementaire. Y a-t-il des questions concernant le droit de préemption urbain? Dit simple. Donc nous allons procéder à son vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous allons pouvoir donc mettre en place le droit de préemption urbain sur la commune du Val. Et je vais immédiatement passer à la délibération suivante qui concerne la délégation d'attribution du conseil municipal au maire sur l'exercice du droit de préemption renforcé. Je vous rappelle que l'article L. 211-1 du Code de l'urbanisme offre aussi la possibilité aux communes dotées d'un PLU approuvé d'instituer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser. L'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme précise que le droit de préemption urbain simple n'est pas applicable dans différents cas à l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués, soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis à la date du projet d'aliénation au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis 10 années, au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage. La date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai. Point B. À la cession des parts ou d'actions de sociétés visées au titre 2 et 3 de la loi numéro 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. Et enfin, point numéro C. À l'aliénation d'un immeuble bâti pendant une période de 4 ans à compter de son achèvement. Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant de l'État dans le département peut également décider par arrêté motivé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit. L'approbation du PLU en date du 24 octobre 2019 nécessite de délibérer à nouveau sur le droit de préemption urbain. Conformément à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme, la commune du Val souhaite ainsi instituer un droit de préemption renforcé sur l'ensemble de la zone située à l'intérieur du périmètre défini sur la carte du PLU si annexée. En agissant directement sur le cadre de vie des habitants, la municipalité disposera d'un pouvoir d'intervention directe sur l'offre de logements et de commerce en centre-village et ses alentours selon le plan si annexé. Afin de lutter contre l'habitat dégradé et ou indigne, souvent lié, entre autres à la division en copropriété, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le droit de préemption urbain renforcé dans son périmètre délimité si annexé. Ce droit permettra de contribuer pour la commune du Val au renforcement de la diversité et de la mixité du parc de logements en garantissant une offre variée répondant aux attentes de la population actuelle et future. Et je rajouterai aussi aux enjeux donc, du PLH, donc le plan local de l'habitat aussi, qui nous permet d'accompagner au mieux la diversité de l'habitation. Est-ce que vous souhaitez que je lise l'ensemble des considérants et des vues de la loi qui sont repris là ? Donc, vu rapidement, le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et suivants, vu le Code de l'urbanisme et les articles L210-1, L211-4, L213-1 et suivants, et les réglementaires, évidemment, 151-52, réglementaire 211-1 et suivants, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 21 octobre 2019, vu la délibération du conseil municipal en date du 23 décembre 2019 instituant le droit de préemption simple qu'on vient de voter, vu le Code de l'urbanisme et les articles L210-1 et suivants et R211-1 et suivants, considérant qu'il est nécessaire que la commune du Val puisse poursuivre en vertu de ces dispositions du Code de l'urbanisme ses actions ou opérations d'aménagement
en instaurant le droit de préemption urbain renforcé, considérant que ce droit de préemption simple n'est pas suffisant pour préempter les lots de copropriété et les immeubles construits depuis moins de 4 ans, ainsi que pour intervenir sur les cessions de parts ou d'actions de société, considérant que l'instauration du droit de préemption urbain renforcé permettrait ainsi de mener des actions ou opérations d'aménagement pour, entre autres, la mise en œuvre de projets urbains, d'une politique locale de l'habitat et de lutte contre l'insalubrité, la réalisation d'équipements et d'aménagements collectifs publics et d'intérêt public, la restructuration urbaine, l'organisant le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, le maintien et le renforcement du tissu commercial et artisanal dans le centre-village et ses alentours proches, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti. Considérant que l'institution d'un droit de préemption urbain renforcé tel que défini à l'article L211-4 du Code de l'urbanisme permettra à la commune du Val de mener à bien une politique d'aménagement et de gestion de l'espace ainsi définie en considération de l'intérêt général de ses habitants, considérant qu'il est ainsi demandé au conseil municipal d'instaurer le droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs du territoire communal si exercé, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, décide donc d'instaurer ce droit de préemption qui sera suivi d'un affichage de la présente délibération en mairie pendant 1 mois. Mention de cet affichage dans 2 journaux diffusés dans le département. La présente délibération sera transmise à monsieur le préfet du Var en sa qualité de représentant de l'État. Précise que le périmètre de droit de préemption renforcé sera annexé au dossier du PLU, conformément à l'article LR 151-52 numéro 7 du Code de l'urbanisme. Précise qu'un registre sera constitué sur lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens acquis, toute personne pouvant consulter ce registre conformément à l'article L213-13 du Code de l'urbanisme. Et donc vous avez reçu l'ensemble, normalement en annexe, les éléments qui configurent le périmètre pour l'exercice de ce droit, qui tient compte, en plus du cœur de village, de l'intérieur, la proximité de la déviation, toutes ces zones qui y entourent en fait. Avez-vous des questions? Oui, alors monsieur Collen d'abord et monsieur Cœurdeuil. Oui, je voudrais savoir pourquoi vous avez englobé la zone artisanale et les terrains qui sont à mixité sociale ainsi que la partie commerciale au niveau de la Jouberte. Alors, pour la simple raison que ce sont des terrains qui sont très stratégiques à notre sens dans le développement du Val. Et donc, pour ce cas-là, il y en a intérêt de pouvoir exercer ce droit renforcé pour maîtriser les zones. Au niveau de la zone artisanale, si on part sur une copropriété, par exemple avec de l'habitation ou autre, on va petit à petit avoir une zone artisanale qui va devenir habitable. Normalement, c'est interdit l'habitation dans la zone artisanale. Mais l'objectif, c'est de pouvoir faire la maîtrise sur ces milieux-là. Monsieur Cœurdeuil. Merci, monsieur le maire. Oui, je voulais rappeler une notion quand même concernant le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas. Toutes les préemptions doivent être motivées. Alors non pas motivées a posteriori, mais motivées en amont. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un projet mis en place pour que la préemption ne soit pas attaquable. Il existe en la matière tout un tas de jurisprudence, et on en connaît une sur le Val, puisque il y a eu action donc mise en œuvre du droit de préemption urbain sur un terrain que tout le monde connaît, qui est la Jouberte, et qui a valu à la commune de perdre au tribunal. Le juge a retenu effectivement que le projet n'était pas suffisamment argumenté. Monsieur Cœurdeuil, revenez-en au sujet du droit de préemption de la délibération, pas de ce qui s'est passé auparavant. Non. C'est bien précisé dans la délibération qu'il est dit qu'il faut qu'il y ait un programme, un plan d'aménagement. Donc ça s'inscrit dans l'intérêt général. Donc il y a tous les éléments. Donc je vous remercie de cette précision. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. C'est que il faut qu'il y ait un projet réel, sinon ça ne marche pas. On est d'accord. Bon. D'autres questions? Alors, si une autre... il y a eu préemption assez récemment, il y a quelques mois, je n'ai pas la date en tête, sur des zones agricoles. Alors, dans quelle mesure l'exercice de ce droit de préemption sur une zone agricole est-il valable? Est-il recevable? Mais ça, c'est le travail avec la SAFER, donc c'est les préemptions agricoles après. Non, je parle du terrain pour des soi-disant jardins familiaux, etc. Oui, c'est des zones agricoles, là. C'est les terrains agricoles. Ouais. Tout à fait. Mais alors, le droit de préemption
est exercé par la SAFER, il n'est pas exercé par la commune. Par le biais de la SAFER. La commune demande d'exercer ce droit, et donc c'est la SAFER qui va mettre en application ce droit-là, et après va le revendre à la commune. C'est elle qui va être l'intermédiaire et qui va acheter le terrain et le vendre à la commune. Comme elle pourrait le vendre à une autre personne, puisqu'il va y avoir une commission qui va se réunir, et une fois qu'il y a cette commission-là qui se réunit et qu'il y a différents candidats, c'est la SAFER qui va attribuer qui sera prioritaire sur ce terrain-là. Ça peut ne pas être la commune. Tout dépend des candidatures. Donc, nous allons pouvoir en parler par la suite, parce que justement, nous avons une délibération qui est assez similaire à ce projet-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder donc au vote. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, nous allons donc avoir aussi le droit de préemption urbain qui permettra, évidemment, sur motivation, de pouvoir exercer donc un plan d'aménagement et de gestion complet. J'avais juste une question après, puisqu'on parle de la cession de parts, justement. Comment la mairie peut interférer dans la cession de parts sous seing privé ? J'ai pas compris la question. Puisque le droit de préemption normal interdit justement l'aliénation des parts de société, de choses comme ça, alors que la préemption renforcée le permet, puisque vous parliez justement de copropriété. C'est comment la mairie peut-elle justement interférer dans la cession de parts sous seing privé ou ce genre de choses ? Mais c'est par le droit de préemption urbain renforcé. Oui, à partir du moment où c'est sous seing privé, c'est pas forcément enregistré. Parce qu'il n'y a pas de DIA, c'est pour ça que je pose la question. C'est la limite. C'est un peu la limite, après il faut avoir connaissance lorsque ça se fait. Non, mais je pose la question parce que ça m'interroge. Complètement, merci de ce partage. Nous allons passer maintenant à la délibération suivante, donc, qui est la délibération numéro 7. Autorisation donc donnée à monsieur le maire de préempter sur les parcelles UBAC de la Haval, E656 et 657-658, afin de participer à la prévention des risques d'inondation avérés. Donc je vais donner la parole à monsieur Lassoc, délégué à l'environnement. Oui, merci monsieur le maire. Donc il s'agit là du droit de préemption agricole, qui n'est pas le droit de préemption urbain. Alors pour rappeler le fonctionnement, la commune a une convention avec la SAFER qui fait que toutes les DIA qui parviennent à la SAFER, les déclarations d'intention d'aliéner, donc de vente de parcelles agricoles, sont communiquées à la commune pour savoir si elle souhaite exercer ou non son droit de préemption. La différence avec le droit de préemption urbain, c'est que dans ce cas-là, la commune n'a pas besoin de motiver un projet pour exercer son droit de préemption. Alors, pour répondre un petit peu à la question de M. Cordeil, la façon dont ça se passe, sur certaines régions, sur certains départements, les SAFER, dès qu'un terrain agricole a une valeur intrinsèque, la SAFER, quand elle a les moyens, achète. Et puis elle voit après, elle préempte, et elle voit après si une commune est intéressée, si un porteur de projet est intéressé, elle peut faire du portage foncier. Dans le cas de notre département, de notre région, le foncier est notablement plus cher. Les SAFER n'ont pas de moyens financiers aussi développés. Donc, avant d'exercer leur droit de préemption, les SAFER demandent aux communes de s'engager à racheter la parcelle. Donc, effectivement, c'est sur demande de la commune que la SAFER va préempter la parcelle et la parcelle va être aussitôt revendue par la SAFER à la commune. C'est le fonctionnement, comment ça se passe. Alors effectivement, vous l'avez évoqué, il y a une préemption agricole qui a déjà été effectuée sur des parcelles au Laurent. Je regrette un petit peu le qualificatif de soi-disant jardin, parce que c'est effectivement le projet. On est juste dans l'attente que le droit de préemption soit effectué, soit purgé, parce que c'est pas parce que la commune préempte qu'elle va forcément récupérer la parcelle. On attend avec la SAFER de savoir si cette parcelle deviendra bien communale pour effectuer le projet ou non. Pour la délibération qui nous concerne aujourd'hui, le cas est un petit peu différent, puisque ces parcelles revêtent un intérêt stratégique dans le cadre de la lutte contre les inondations. Elles sont situées en rive droite de la Ribérotte, à l'amont de la grande zone agricole qui fait face au lotissement Sainte-Catherine et au lotissement Ribérotte, justement, qui, vous l'avez vu récemment, sont fréquemment l'objet d'inondations. Alors, le SMA a été sollicité pour savoir s'il pouvait se positionner sur l'acquisition de ces parcelles. Les délais de préemption avec la SAFER étant trop courts, le SMA a été un petit peu gêné de ne pas pouvoir se positionner. Donc la commune a pris la décision de préempter ces parcelles-là, qui constituent vraiment une clé hydrographique de cette grande parcelle agricole, dans l'hypothèse de créer une zone d'expansion de crue en mieux maîtrisant le talutage et l'expansion de la Ribérotte sur ces parcelles pour protéger les lotissements de la rive gauche.
Voilà l'exposé un petit peu de la situation. Je vais maintenant procéder à la lecture de la délibération. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que lors du Conseil du 19 juillet 2019, les élus avaient été informés du projet d'exercer pour la commune du Val son droit de préemption sur des parcelles afin de créer des jardins agricoles. Aujourd'hui, et après les épisodes d'inondation du week-end du 23 et 24 novembre 2019, il s'avère que les parcelles référencées Ubac de Laval, section E, numéro 656, 657, 658, classées en zone agricole, sont particulièrement exposées à cet aléa inondation. Afin d'éviter toute prise de risque, la commune souhaite exercer son droit de préempter afin de bloquer tout projet susceptible d'aggraver le risque inondation de la zone concernée. En effet, ce secteur constitue entre autres une des premières clés pour un projet en faveur de la création d'une zone d'expansion de crues, une ZEC, où les eaux pourraient rapidement s'étendre tout en limitant le risque pour les biens et les personnes. Les conditions tarifaires sont les suivantes. Prix total de la préemption, 6 777 €. Qui se décompose en montant dû au vendeur 5 300 et interventions à faire 1 477, acquisition et frais, auxquels vont s'ajouter des frais d'enregistrement des actes en sus. À noter, ce projet de préemption est effectué en révision de prix. Donc il est fait sous réserve de l'accord du propriétaire. Le prix initial demandé pour cette parcelle d'un demi-hectare était de 16 000 €. Donc, pour la précision, quand on est en préemption en révision de prix, le propriétaire peut se rétracter de la vente. Il peut refuser de vendre la parcelle si le prix imposé par la SAFER ne lui convient pas. Dans ce cas-là, il ne pourra plus vendre la parcelle pendant un certain délai. Donc, le projet de préemption avec révision de prix est fait sous réserve de l'accord du propriétaire, de l'avis favorable de l'évaluateur de France Domaine pour la SAFER et de ses commissaires du gouvernement. Ainsi, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à acquérir les parcelles Ubac de Laval E656, 657, 658 par voie de préemption, selon les conditions citées plus haut, auprès de la SAFER. Autorise monsieur le maire à signer la promesse unilatérale d'achat avec la SAFER. Autorise monsieur le maire à signer l'acte authentique à intervenir, ainsi que toute pièce utile à la réalisation de cette acquisition. Précise que les crédits sont inscrits au budget. Pour préciser, donc cette parcelle-là, qui est la clé sur la gestion des inondations, pourra aussi être disponible pour une activité agricole en adéquation évidemment avec les inondations. Il ne faut pas qu'on ait une production agricole au moment où il y a la crue qui est attendue. Donc l'idée c'est qu'elle peut avoir une double fonction, c'est gérer les inondations mais aussi favoriser différents projets agricoles. Y a-t-il des questions par rapport à ce projet? Oui, monsieur Cœurdeuil. Justement, concernant le projet, vous n'ignorez pas que lors de l'étude du PLU, une étude par l'Agence de l'eau a été réalisée sur tout la Ribérote, jusqu'à la Ribérote, mais jusqu'à Roquebrune-sur-Argence. Hein. Parce que comme chacun sait, toutes les eaux que nous rejetons sur le Val descendent et vont se jeter à Saint-Égulphe. Il avait été prévu d'utiliser le lac du Carnier pour faire bassin d'orage, mais avec un vrai volume. Alors là, on a trois petites parcelles, je dis bien des petites parcelles. Est-ce qu'il y a un projet qui a été étudié? Est-ce que vous avez calculé les volumes d'eau? Est-ce que vous avez calculé le coût de l'investissement pour réaliser une rétention d'eau sur ces terrains pour, excusez-moi, mais alors vraiment du pipi de chat? Hein, il ne faut pas être ingénieur hydraulicien pour voir que cette surface de terrain en proximité de la Ribérote, on va récupérer, 1000, 2000 mètres cubes. Vous vous rendez compte? On a l'impression d'un projet lancé comme ça. Est-ce que vous avez une idée du coût de l'opération, de la réalisation? Est-ce que vous avez fait des chiffrages? Est-ce que vous avez fait des calculs de débit d'eau? Monsieur Cœurdeuil, donc vous vous adressez à un docteur en géologie, je pense savoir de quoi on parle aussi. Je vais peut-être donner la parole à monsieur Lassoc qui a porté le projet pour faire les explications. La géologie, c'est la pierre. Non. Merci, je donne des cours en hydrogéologie en école d'ingénieur. Je vous remercie monsieur Cœurdeuil. Monsieur Lassoc. Oui, alors monsieur Cœurdeuil, si vous lisez un peu la presse en ce moment, vers matin, vous avez vu voir qu'il y a eu 2 comités syndicaux du SMA. Le dernier, comme monsieur le maire l'a rappelé, a vu l'obtention d'un montant de 120 000 € justement pour la réalisation d'études. Alors, je porte
à votre connaissance les derniers éléments dont je dispose de la négociation avec le SMA, qui a été ravi de voir que la commune du Val s'intéressait à nouveau au projet de ZEC du Carnier, puisqu'il m'a été avoué que pendant les derniers mois, avant notre prise de fonction, il y avait eu un petit flottement et qu'il ne savait plus à qui s'adresser, merci Françoise, pour poursuivre ce projet de ZEC du Carnier. Effectivement, une étude, une modélisation hydrogéologique a été effectuée sur un projet d'augmenter la capacité de rétention du lac du Carnier. Ce projet, alors vous savez sans doute que la compétence GEMAPI, donc gestion de l'eau des milieux aquatiques et prévention des inondations, a été transférée aux communautés d'agglo, qui l'a rétro-transférée au SMA. C'est donc le syndicat mixte de l'Argent, maintenant, qui est entièrement responsable pour la gestion et la mise en application des PAPI, et le programme d'action pour la prévention des inondations. Parmi le PAPI, numéro 4, dans lequel nous sommes en cours, le PAPI du SMA, l'action 54, ZEC du Carnier, prévoit effectivement l'établissement d'une zone de rétention des eaux de pluie sur le bassin du Carnier. Le problème, en reprenant le dossier, en aiguillonnant un petit peu le SMA, les ingénieurs se sont rendus compte qu'il y avait de fortes incertitudes sur la capacité hydraulique effective du bassin, puisqu'on était à peine sur une Q20 et que les inondations du 23-24 novembre dernier étaient entre la Q20 et la Q50. De plus, le projet tel qu'il était prévoyait une revanche du barrage de 5 cm. Vous conviendrez qu'en période de crue, une revanche de barrage de 5 cm, c'est quand même largement insuffisant. Plus grave, cette première étude n'avait fait aucune préétude géologique concernant l'ancrage du barrage. Donc le projet qui était prévu posait un barrage, on ne sait pas comment, l'ancrement de sol, on ne sait pas comment, on ne sait pas du tout si la digue, telle qu'elle était prévue, tiendra son assise au sol. Face à tous ces éléments, plus des éléments financiers, puisque le projet qui était évalué initialement à 600 000 € semblait largement sous-estimé, le SMA, en reprenant contact avec nous, a demandé le positionnement de la commune sur la poursuite ou non de cette étude, en suggérant la possibilité de scénarios qu'ils appellent alternatifs par la création d'une ou plusieurs zones d'extension de crues. Alors, c'est l'option qui a été réalisée et les 120 000 € alloués à l'action 54 ZEC du Carnier dans le PAPI du SMA portent justement sur l'approfondissement de l'étude du barrage, mais également l'étude de scénarios alternatifs, puis une analyse multicritère qui permettra de mettre en face les coûts et les compétences techniques des solutions retenues. Alors, je vous l'accorde, le champ qui est en face du lotissement Ribérote Sainte-Catherine ne peut pas à lui seul contenir la totalité des crues. Cela dit, quand il y a 10 cm d'eau dans une maison, il vaut mieux qu'il soit dans le champ d'en face, même 10 cm. Et ce champ-là n'est pas le seul qui est retenu dans le scénario où on crée plusieurs zones d'extension de crues tout le long de la Ribérote. Donc, je vous rassure, Monsieur Cœurdeuil, des études sont en cours, des chiffrages sont faits, on laisse les hydrogéologues qui sont, ma foi, très compétents du SMA se charger de cette affaire, et puis de toute façon, la commune n'a plus la compétence. Donc, laissons le SMA faire son travail, il le fait fort bien. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Alors, nous allons passer maintenant au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons le projet d'exercer le droit de préemption, et après, on verra ce qu'il en arrivera par la suite. Nous allons maintenant passer à la prochaine délibération qui concerne délibération numéro 8, autorisation donnée à Monsieur le maire de signer une convention de partenariat avec la direction des finances publiques afin d'accompagner au mieux les usagers dans l'accomplissement des formalités fiscales. Donc, je vous rappelle à l'Assemblée délibérante que depuis 2019, l'ensemble des contribuables disposant d'un accès Internet à leur domicile ont l'obligation de déclarer en ligne leurs revenus. En outre, depuis le 1er janvier 2019, la mise en place du prélèvement à la source a renforcé la nécessité d'accompagner et d'assister les usagers dans leurs nombreuses démarches. Habituellement, les agents des finances publiques reçoivent directement les usagers au guichet des centres de finances publiques ou répondent à leurs questions. La DDFiP du Var souhaite élargir encore ces canaux d'accès aux usagers en leur proposant un accueil innovant et personnalisé, la réception sur rendez-vous en visioconférence depuis leur mairie. Monsieur le maire et les élus souhaitent faciliter cet accès en signant une convention de partenariat entre la direction départementale des finances publiques du Var, qui s'y joint à ce document, et il convient de mettre à disposition le matériel nécessaire, les locaux pour cet accueil et éventuellement une aide ponctuelle pour l'accompagnement des personnes qui en auraient besoin. Ce dispositif entre
en complément avec la nouvelle borne administrative qui sera fonctionnelle à partir du mois de janvier 2020. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat avec la DDFiP du Var afin de mettre en place ce dispositif au plus tôt. Donc ce qui vous est proposé, c'est de m'autoriser donc à signer cette convention, de m'autoriser à engager toute formalité juridique, financière ou technique permettant de contractualiser ce partenariat et précise qu'à ce jour, il n'est pas nécessaire de prévoir des crédits de fonctionnement ou d'investissement sur cette prestation. Alors, cette délibération, elle fait suite à une rencontre avec le Centre des impôts, avec qui j'ai pu échanger, et l'idée, c'était de proposer plus de proximité en termes de services publics pour l'ensemble des Valoises et Valois. L'idée, c'est d'être un guichet d'entrée et de s'inspirer un petit peu des maisons France Service, comme il en est petit à petit en ce moment sur différentes communes. Et même avec la proximité de Brignoles, comme nous avons 4200 habitants, nous devons de créer un service administratif d'accompagnement. Donc nous avons créé une borne administrative, donc c'est une borne Internet, où vous pouvez venir avec un accès simplifié, juste à cliquer sur des raccourcis pour faciliter vos formalités. Et en complément de ce service d'accompagnement pour les demandes de passeport, carte grise qu'on peut faire à distance, il est proposé d'avoir un accompagnement pour les impôts. Alors cette convention permet en fait à chaque Valois, lorsque vous avez des questions relatives aux impôts, au lieu d'appeler à Brignoles, et il y a très peu de réponses aujourd'hui, tout passe par mail surtout. Si vous écrivez par mail, vous avez une réponse. Quand vous appelez, vous attendez. Donc l'idée, c'est que vous appelez directement à la mairie. La mairie, l'accueil, prend le message. Chaque jour, nous envoyons par mail les éléments demandés, avec une clause de confidentialité évidemment, votre numéro de téléphone, et les services des impôts vous rappellent. Et à 95% des cas, il y a une solution qui est apportée lors de la réponse. Et si jamais, dans les 5% des cas, vous n'avez pas de réponse, parce que ça nécessite d'un rendez-vous un peu plus approfondi, alors vous pouvez venir à la mairie du Val, on vous installe devant un ordinateur avec une visioconférence, on vous met en relation directe avec une personne des centres des impôts et qui va apporter la solution à vos questions et utiliser le scanner de la commune pour transmettre les documents si besoin de compléments. Donc c'est vraiment un service pour vous simplifier au quotidien. Pour les personnes, comme on appelle les aînés, il y a le service en voiture Simone qui est connecté à ce dispositif aussi. Donc voilà, c'est d'amplifier un petit peu ce service de proximité avec la commune du Val. Ça, c'est le premier stade, donc c'est cette convention-là. Il fera suite après, par la suite, pour les personnes âgées qui ne maîtrisent pas bien Internet. Nous avons convenu avec le service des impôts sur une journée, la prise de rendez-vous, et de pouvoir faire sa déclaration, sa télédéclaration à la mairie du Val. Donc ça c'est pas encore fait en France, et donc ça serait l'idée d'innover dans un service de proximité. Vous avez des questions à ce sujet? Oui, Monsieur Collen. C'est les impôts pour les particuliers ou c'est ouvert à tout? Alors là, dans le cadre de la convention, c'est vraiment l'accès comme si vous allez à la trésorerie à Brignoles. Donc ça veut dire que ça peut aussi être valable pour les entreprises? Tout à fait, oui. Par contre, pas pour le foncier, parce que c'est à Draguignan. C'est avec Draguignan, sauf que vous avez des conseillers quand même à Brignoles, donc il y a possibilité après de faire le relais. Il renvoie direct à Draguignan pour le foncier. Donc après, peut-être on peut aller plus loin derrière. Après, non, mais je posais la question parce que là, c'est juste avec la DDFiP, pas la DGFiP. Oui, voilà, c'est sur la DGFiP là. On est sur la DDFiP là, ouais. Voilà, non, mais c'est pour ça que je posais la question, parce que comme à Draguignan, il y a aussi tout ce qui est foncier. Parce que les rendez-vous justement par webcam, c'est que pour le particulier, pour sa déclaration d'impôt ou crédit d'impôt. Tout à fait. Ça concerne le quotidien de tout le monde. Après, les entreprises, sachant que maintenant, à partir du 1er janvier 2020, ça n'est que sur rendez-vous pour les entreprises à Brignoles. Et après, il y a tout ce qui est foncier qui était avant Brignoles et qui transfère à Draguignan. Voilà, c'était pour savoir s'il y avait des téléconseillers webcam. Pour l'instant, on est sur le particulier. Et après, déjà, ça permet de désengorger énormément le service des impôts sur Brignoles. Et après, la suite, c'est après d'évoluer dans ce type de service. Donc c'est innovant. Il y a très peu de communes qui le font aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de tester un petit peu ce dispositif d'accompagnement. Et donc au lieu de vous déplacer sur Brignoles, de vous permettre de venir directement sur la mairie du Val. Y a-t-il d'autres questions ? Nous allons procéder donc au vote pour ce nouveau dispositif de proximité. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous allons pouvoir signer cette convention avec la DDFiP. Passer à la délibération numéro 9 concernant l'autorisation donnée à Monsieur le maire de signer une convention d'accompagnement avec le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement, le CAUE, pour la mise en place d'une palette chromatique et d'une charte pour la création ou la transformation des devantures et des terrasses commerciales. L'objectif, c'est de faire une étude pour nous accompagner dans l'embellissement et la revalorisation du centre-village. Donc ça fait partie d'un plan de redynamisation cœur de village.
L'idée, c'est de redéfinir d'un point de vue historique la couleur des façades, donner une certaine harmonie à l'ensemble des façades, et donc on puisse avoir un guide avec une charte qui nous permette d'accompagner eh bien, la réhabilitation. Et ça rejoint la délibération que nous avons votée précédemment lors du dernier conseil, concernant donc le plan façade, et qui rejoindra par la suite une prochaine délibération sur la mise en place de développements plus approfondis, comme nous avions échangé, sur certains secteurs du village qu'on voudrait valoriser plus. Et l'occasion se donne aussi pour harmoniser les devantures des commerces, pour avoir quelque chose de plus joli, plus attrayant, plus homogène, qui donne plus envie d'achalander et de dynamiser le centre-village. Donc, Monsieur le maire évoque, dans le cadre du projet de revitalisation de la commune du Val, il est important de travailler sur la revalorisation patrimoniale des façades du centre-village. Il est donc nécessaire de créer et de mettre en place une charte qui servira de base afin d'aider et de guider les pétitionnaires dans leurs travaux. Exemple pour les permis de construire ou les déclarations de travaux. Le Val est un village traditionnel constitué d'un habitat rural continu, desservi par un réseau de ruelles très resserré. Soucieuse de préserver l'unité, le patrimoine et la qualité architecturale de la commune, la municipalité souhaite donc fournir aux Valoises et Valois un guide les encourageant à respecter les matériaux et les coloris traditionnels ainsi que les caractéristiques architecturales du bâti. À cet effet, il est possible de s'entourer de professionnels aptes à conseiller, orienter et apporter tout élément permettant d'arrêter des choix programmatiques et d'opportunités adaptées au Val en la personne morale du CAUE. La convention d'accompagnement détaille les modalités d'intervention des parties. Vous avez reçu donc normalement l'annexe. Et je vous propose donc à l'ensemble de l'Assemblée de signer cette convention d'accompagnement avec le CAUE moyennant une participation de 1 650 €, ce qui est relativement modique pour une étude, mais c'est le principe du CAUE qui permet d'accompagner les collectivités à faible coût pour la réalisation d'une étude précise et pertinente. Cette étude se déroulera sur une période de 5 mois à compter de la notification de la convention susvisée, c'est-à-dire à partir du mois de janvier. Donc après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention d'accompagnement avec le CAUE pour la mise en place d'une palette chromatique, c'est-à-dire le choix des couleurs autorisées pour homogénéiser un petit peu l'embellissement du village, et d'une charte pour la création ou la transformation des devantures commerciales et des terrasses commerciales pour un coût de 1 650 €. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute formalité juridique, financière ou technique permettant de contractualiser ce partenariat et indique que les crédits seront inscrits au budget principal. Avez-vous des questions à propos de cette convention? Oui, Monsieur Collen. J'ai pas vu dans la convention des secteurs bien définis dans le village. Alors, pour l'instant, c'est vraiment la partie urbaine, village historique, on va dire. Donc, après, on va redéfinir ensemble. Là, l'idée, c'est on les a reçus. Donc ça veut dire que ça concerne toutes les rues du village? Toutes les rues du village, oui, tout à fait, oui. Et, donc ça veut dire que ce qui est à l'extérieur de la de la rocade, ça n'est pas concerné. Pour cette phase-là, non. Pour l'instant, non. L'idée, c'est vraiment sur la partie. Et la Jouberte est incluse là-dedans? Oui, avec la coopérative, tout à fait. Ok, ça marche. D'autres questions? Oui, Monsieur Curday. Oui, à ce propos, j'avais deux questions. Une première, vous avez fait allusion tout à l'heure à une étude plus approfondie. Est-ce que vous envisagez une OPA? Pardon? Est-ce que vous envisagez une OPA sur le centre du village? Opération programmée d'amélioration de l'habitat. Oui. Donc avec des aides de l'ANA, etc. Exactement, ça on en a parlé lors du dernier conseil municipal, c'est dans l'idée, oui. Après, on aura le temps d'y réfléchir et de mettre en place les éléments. Là, le but, c'est vraiment de travailler sur la délibération, de pouvoir l'approuver et de pouvoir avancer sur les projets d'études. Alors, justement, à propos de cette étude du CAUE, dans quelle mesure cette étude sera concrétisée par une décision qui permettra d'être dans une sorte de contrainte? J'aime pas bien le terme de contrainte, mais on sait très bien, si un pétitionnaire, fait un ravalement de sa façade, qu'il vous déclare un ocre apparemment sur une palette, et qui vous fait un vert pomme sur la façade, qu'est-ce que vous faites? Rien. On n'a aucun moyen. On a une étude, mais qui n'a aucune force de contrainte, aucune force légale. Si vous voulez, c'est une recommandation, mais pas forcément. On ne peut pas, par exemple, refuser une autorisation d'urbanisme à un pétitionnaire qui ferait un ravalement de façade sous prétexte que la couleur n'est pas conforme à la palette, puisque la palette n'est qu'une directive, une recommandation.
Très bien. Alors, Voilà. donc, non, pas du tout, parce que l'idée de cette étude-là, c'est de nous permettre d'avoir des informations permettant après, vous n'êtes pas censé ignorer que notre projet, ça serait de réviser le PLU aussi, et donc de redéfinir les règles en termes de coloration chromatique, les parties chromatiques des façades. Donc voilà, l'idée, c'est déjà de préparer en amont, d'avoir un état de notre patrimoine, savoir un petit peu quelle stratégie on va pouvoir mettre, et après, on a d'autres outils incitatifs en attendant de pouvoir réviser un PLU. C'est aussi de pouvoir financer la réhabilitation de ces façades-là. Et donc, on peut définir un règlement qui va permettre de dire, voilà, si vous respectez telle couleur, vous respectez tel style, telle frise, par exemple, qui va être revalorisée, à ce moment-là, on peut débloquer des fonds spéciaux de financement pour pouvoir inciter. C'est une démarche incitative, voilà, vraiment ça. Donc, nous allons passer maintenant au vote de cette délibération. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous allons pouvoir engager cette étude. Nous allons passer à la délibération suivante concernant l'autorisation donnée à Monsieur le maire de signer les actes d'engagement pour les démarches publiques conclues par le CIVAD en qualité de coordinateur d'un groupement de commandes. Et donc je vais donner la parole à Monsieur Max Fabre, délégué aux travaux et à l'aménagement du territoire. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée la délibération référence 2018-005 datant du 22 janvier 2018, par laquelle le maire avait été autorisé à signer des marchés publics commençant le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2019. Délibération si annexée. Il s'agit des marchés publics suivants: librairie, papeterie scolaire, habillement et équipement de protection individuelle EPI, fourniture de produits, accessoires, équipements d'entretien de nettoyage des surfaces, fourniture de matériel et d'équipements pour les restaurants des collectivités, fourniture des matériaux, de matériel et d'équipements pour les services techniques. Monsieur le maire rappelle que la commune du Val adhère au syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, autrement dit le CIVAD, qui intervient en qualité de coordinateur des marchés publics en lançant des appels d'offres groupés nous permettant de bénéficier de prix avantageux. Au 31 décembre 2019, les marchés publics indiqués ci-dessus arrivent à terme et ont fait l'objet de l'instruction de plusieurs accords cadres dont la liste est ci annexée. Ils ont été conclus pour une période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021. Il est à noter que les fournitures de bureaux, habillement, articles chaussants et EPI pour la restauration scolaire, ainsi que l'habillement, articles chaussants et EPI pour les personnels des services techniques, doivent faire l'objet d'une relance de procédure. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes d'engagement concernés. Après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer chaque acte d'engagement correspondant à chaque marché public remis en concurrence par le CIVAD en 2 exemplaires, autorise Monsieur le maire à engager toute formalité juridique, financière ou technique permettant de contractualiser ces mises en concurrence et précise que les crédits sont inscrits au budget de la commune. Merci Monsieur Fabre. Y a-t-il des questions? Donc ça, c'est la vie courante des communes, hein. Donc nous allons passer directement à son vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons la délibération avec le CIVAD. Nous allons passer à présent à la délibération numéro 11. Autorise... Oui, Monsieur Collen, oui. J'avais juste une remarque dans les documents que vous nous avez donnés, les conventions, c'était marqué Bernard Saulnier pour le maire. Hein. Il y a juste les premières pages où c'était marqué Bernard Saulnier et Oui, marqué Jérémy Juliano. Ça fait pas très sérieux. C'est les seules conventions qu'on nous a envoyées. Ah mais je fais la Ça remarque change pas après le vote. Non, mais... Bon, ça ne change pas le fond de la... Je sais bien, mais bon, la ça fait délibération. pas ça. Donc nous allons passer maintenant à la délibération numéro 11. C'est l'économie de papier, Monsieur Collen. Autorisation donnée à Monsieur le maire de modifier le nombre d'autorisations de stationnement pour les taxis sur la commune du Val. Donc je vous rappelle à l'Assemblée délibérante qu'il existe 2 places de stationnement autorisées sur la commune du Val. Le maire a été saisi d'une demande supplémentaire émanant de Madame Perrault-Virginie, habitant au Val, qui est dans l'attente de la création de son statut. Il a noté que cette personne remplit toutes les conditions réglementaires pour en bénéficier, mais afin que sa sollicitation soit recevable, elle doit justifier de l'inscription sur liste d'attente ou d'une autorisation de stationner.
Monsieur le maire souligne l'intérêt d'élargir la proposition de transport dans un milieu rural comme la région Provence Verte et d'en maîtriser l'organisation sur la commune, comme le prévoit la loi, puisque le maire est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, appelées ADS, fixer le nombre de taxis admis à être exploités sur sa commune et délimiter les zones de prise en charge. Donc, vu les différents codes, je vais peut-être éviter de vous les lire l'ensemble, vous les avez tous pris considération. Considérant qu'il y a lieu de promouvoir le transport écologique et durable sur le territoire de la commune du Val notamment, considérant la ruralité du territoire de la mobilité nécessitant intra-département, considérant que le transport public particulier sont au cœur de cet enjeu, je vous propose donc de fixer à 3 le nombre d'autorisations de stationnement sur la commune du Val, sous réserve de l'accord de monsieur le préfet du Var. Donc le projet, c'est d'accompagner un projet économique d'une personne qui réside sur la commune du Val. L'idée, c'est de la mettre en liste d'attente et de voir après sur la suite ce que le préfet nous dira. Avez-vous des questions au sujet de cette délibération? Non. Donc nous allons procéder directement à son vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous autorisons donc pour un projet de stationnement sur les taxis de la commune du Val. Nous allons passer à la délibération numéro 12. Autorisation donnée à monsieur le maire de renouveler la convention de partenariat entre la crèche du Val, les Petits Galopins, et la médiathèque du Val Montmajour. Je vais donner la parole à monsieur Christian Bentoumi, premier adjoint et délégué à la culture. Alors, autorisation donnée à monsieur le maire de renouveler la convention de partenariat entre la crèche du Val, dite les Petits Galopins, et la médiathèque Montmajour. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante la convention signée le 24 février 2015 entre la crèche Les Petits Galopins du Val et la médiathèque Montmajour. La convention s'y annexée prévoyait un renouvellement tacite, sauf changement susceptible d'induire des modifications importantes. Outre le changement de maire, les objectifs ont été réévalués et un agent de la médiathèque intervient hors de celle-ci, dans les locaux de la crèche, une fois par semaine, et pour une durée évaluée à 30 minutes afin d'animer un groupe d'enfants. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de l'autoriser à renouveler cette convention jusqu'au 30 avril 2020. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à renouveler cette convention de partenariat entre la crèche Les Petits Galopins et la médiathèque Montmajour à compter de ce jour et jusqu'au 30 avril 2020. Prend acte des nouveaux objectifs fixés par les parties dans le cadre de l'animation proposée aux enfants. Autorise monsieur le maire à signer tout acte administratif technique pour organiser au mieux ces ateliers et permettre au personnel de s'acquitter de sa tâche dans les meilleures conditions. Cette convention pourra être réétudiée au 1er mai 2020 pour toute modification demandée par les intervenants ou les élus. Merci, monsieur Matoumi. Donc l'idée, c'est de modifier à peine sur quelques détails, sur surtout la sortie donc, de l'agent qui aille directement au sein de la crèche, puisque certaines familles n'autorisent pas les enfants à sortir de la crèche. Donc l'idée, c'est de pouvoir amener la culture et l'éveil à la culture, donc des petits tout, au sein de la crèche, et donc de permettre à cet agent de rentrer dans la crèche et de faire son travail d'animation et d'éveil pour les enfants. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Date du 30 avril. Alors ça, c'est lié en fait par rapport au créneau avec la crèche sur les financements, et ils ont un autre calendrier en fait. Donc on se cale sur le calendrier de la crèche. D'autres questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous autorisons donc à modifier la convention. Nous allons passer donc à la dernière délibération, numéro 13, concernant la création de postes. Alors, je tiens à préciser, comme le dernier conseil municipal, création de postes d'un point de vue administratif ne veut pas dire embauche. Lorsqu'on crée un poste, c'est-à-dire qu'on ouvre un poste et qu'on peut promouvoir un agent sur ce poste-là. Et l'ancien poste, soit il est fermé, on peut le fermer, ou soit on peut le conserver ouvert en vue, pour plus tard, en termes de gestion administrative, de pouvoir promouvoir un autre agent sur ce poste-là. Donc je précise encore une fois, ouvrir un poste, créer un poste ne veut pas dire embaucher. Dans ce cadre-là, ce qui est proposé, c'est pour reconnaître le parcours au service constant d'un agent de la collectivité qui va bientôt partir à la retraite. Et donc c'est un hommage et c'est une reconnaissance aussi de lui donner, puisqu'il a eu peu d'évolution tout au long de sa carrière. Et donc l'idée, c'est avant qu'il puisse partir, de pouvoir monter aussi en grade et évoluer avant son départ. Donc c'est par reconnaissance et respect qu'on propose cette délibération. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83
portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant ce qui suit, la commune du Val a décidé de procéder dans le temps à une analyse complète de la situation de chaque agent afin d'inscrire le parcours de chacun dans une dynamique à la fois individuelle et globale liée à une refonte du mode de gestion des emplois et compétences. Suite à une première analyse, le maire propose au conseil municipal de créer un nouveau poste de catégorie C afin de reconnaître le parcours au service constant d'un agent de la collectivité. Donc ça fait suite évidemment à cette étude profonde de l'ensemble des agents. Et donc il vous est demandé, article 1, de décider la création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe, poste de catégorie C permettant de reconnaître un parcours au service constant de la collectivité. Il est dédié à un agent à l'expérience confirmée dans son domaine d'affectation. Le conseil municipal valide cette création de poste et autorise monsieur le maire à l'intégrer au tableau des effectifs communaux. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Avez-vous des questions à propos de cette création de poste? Oui, monsieur Collen. Alors, comme vous venez de le dire, création ne veut pas dire embauche, mais à partir du moment où les postes sont créés, il y a possibilité d'embauche. Alors que si les postes sont fermés, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'il se sera soumis au vote du conseil municipal pour la création de nouveaux postes. Oui, mais en termes de gestion, il est beaucoup plus simple de pouvoir promouvoir d'autres promotions. Le but n'est pas de recruter à la tout va. Le but est de pouvoir transférer un agent et de ne pas fermer, puisque derrière ça, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va le promouvoir, on va libérer un poste qui pourra servir pour la promotion de notre agent. C'est le principe de l'association. Ou recruter quelqu'un d'autre. Non, on ne recrute pas quelqu'un d'autre. Le but, c'est créer un poste. Ne me faites pas dire ça. Non, c'est créer un poste. Je vous pose la question, vous répondez à côté. Mais je vous réponds, non. Le but n'est pas n'est pas d'embaucher. Non, le but n'est pas d'embaucher. Donc là, ça fait un poste à peu près à combien, ce poste catégorie C? Alors là, le complément par rapport à donc ce qui va être libéré, on est à une différence de traitement brut de 60,91 € par mois. Je vous demande la création du poste. Je ne vous ai demandé pas la différence avec le poste qui était anciennement occupé par l'agent. Eh bien, c'est une différence par rapport à ce qu'il avait de 60,91 €. Je répète ma question pour la 3e fois. Combien coûte la création de ce poste? Je ne vous demande pas quelle est la différence entre l'ancien poste et le nouveau poste. Donc je ne vous demande pas quelle est l'augmentation en termes de coût pour la commune. Le poste de cette catégorie, ça coûte combien? Ça coûte 60,91 €. Ah non, ça ne coûte pas 60 €. Bien sûr, puisque si on crée un poste, on va ouvrir un poste, on va mettre cet agent, l'autre poste va être vacant. Alors, donc, je vais reformuler différemment pour que vous compreniez. C'est la différence de traitement. C'est-à-dire, le premier poste a coûté tant de dizaines de milliers d'euros à la commune. Le nouveau poste créé coûte tant à la commune. Donc, ça fera plus 65 € de ce que vous me dites. Mais 65 € plus combien? C'est le coût de la création. Donc, on est à 1800 et des poussières. Non, mais sur l'année est chargée. Je m'en fiche du coup. Moi, j'ai pas les éléments là. Voilà, parce qu'on est la semaine dernière, on était déjà, il y a 10 jours, on était à 140 000 €. Là, on passe encore peut-être à 35 000. Mais n'importe quoi. Mais si. Monsieur Collen. Je vous pose la question. Je vous ai dû me répéter 3 fois parce que vous comprenez pas la question. Si, je comprends très bien la question. Ce que je peux vous répondre, c'est que la création de ce poste va coûter par mois en brut 60,91 €. Le débat est clos. D'autres questions? Le débat est clos, donc on ne peut pas rien dire. D'autres questions? Non? Alors, s'il vous plaît, donc, nous allons procéder maintenant au vote de cette délibération. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à la majorité absolue, à l'unanimité, pardon. Donc, cette délibération, et je vous remercie pour cet agent qui va pouvoir, avant de partir à la retraite, avoir une certaine reconnaissance de la collectivité. Je ne remettais pas en cause la promotion de l'agent. Hein. Je vous en prie. Merci. Non, mais... Donc, maintenant, nous allons passer au dernier point, qui consiste donc à la liste des décisions prises en application des délégations depuis le dernier conseil municipal. Il y a eu une décision d'ester en justice la commune du Val contre le ministère de l'Intérieur au sujet donc, de la catastrophe naturelle de sécheresse de 2017. Donc, l'idée, c'est de demander à l'État la reconnaissance de la catastrophe naturelle afin de pouvoir bénéficier pour les habitants qui ont été impactés par les fissures et les mouvements des argiles, de pouvoir être remboursés et des travaux qu'il va devoir y avoir, puisque le Val n'a pas été reconnu. Ensuite, ça c'est pas forcément dans les cas des délégations, mais il y a eu une demande de subvention pour l'enregistrement. Donc la subvention a été enregistrée au niveau du foyer auprès du département pour la réhabilitation du foyer eau. Donc la délibération est bien passée et donc la subvention est approuvée pour le 23/12/2019. Et enfin, nous avons la lettre pour la délégation de la compétence eau et assainissement, donc qui est en cours pour la transmission et on attend la validation donc, du président de l'agglo pour ce retour concernant
le transfert et surtout pour nous le rejet, pas le rejet justement, la conservation de la compétence eau et assainissement, qui fait suite déjà à une première lettre adressée au président de la République. N'ayant pas reçu de questions sous 48 heures, je clôt le conseil municipal donc à 20h19. Juste une question sur justement vos postes de délégation, sur le fait donc d'attenter une action contre l'État. C'est une action qui est menée que par la commune ou en association avec d'autres communes? Parce qu'on n'est pas la seule à ne pas avoir été reconnue en catastrophe naturelle. Alors, pas toutes les communes ont bougé pour l'instant. La commune de Vins ne voulait pas le faire, maintenant va le faire. Donc, ils sont en train de réfléchir. Moi, je ne voulais pas trop attendre. Donc, l'idée, c'était de tester en justice pour préparer le mémoire en défense. Et si d'autres communes, et nous sommes en relation avec elles, sont d'accord, mais l'idée, c'est de se regrouper, évidemment. On aura plus de poids. Parce qu'il y avait déjà eu quelque chose qui avait été mené comme ça, me semble-t-il. Oui, mais ça n'avait pas abouti. Donc, l'idée, c'est de reprendre le dossier différemment. Ok, merci. Donc, le conseil est clos